Oui. Il n'y a pas moyen de mettre un peu moins fort. Ce soir, on a le plaisir de recevoir M. Donzo, qui a traduit les mémoires du dernier aumônier général de l'armée tsariste, mémoires qui ont été rédigées en exil, si je me trompe, dans les années 1920. Alors c'est un document à croiser avec d'autres, avec les écrits du général Volkonski ou d'autres généraux. Divers mémoires. Et divers mémoires. Les jugements de cet aumônier, par moments, ont pu personnellement me choquer. Oui, mais je comprends. Ce qui est intéressant à voir, que c'était une société, comment dire, en déliquescence. Et on peut tirer pas mal de parallèles, point de vue, pas de tous les points de vue, je veux dire. avec la société française à la veille de la Révolution française. Un roi qui était certainement un brave homme, comme Nicolas II, mauvaise influence, et ils ne se sont pas trouvés au bon moment de l'histoire. Et n'ont pas été capables, par scrupule sans doute, de faire usage de la force, de faire usage des attributs de la souveraineté. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est les trahisons, même dans l'entourage du tsar, même dans sa propre famille. Et que de parallèles peut-on faire? Moi, je pense que j'en ai assez dit. À vous, cher ami. Je vous remercie, frère Thierry. Alors d'abord, je voudrais me présenter. Je m'appelle André Donzo, je suis ancien officier de l'armée française. Je me suis occupé au ministère de la Défense des questions soviétiques puis russes. J'ai eu le bonheur d'être attaché militaire en Russie entre 1997 et 1999. Et puis après, j'ai quitté l'armée, j'ai travaillé en Russie à titre personnel. Et j'en suis revenu d'ailleurs assez récemment, puisque je suis revenu de Russie en 2013. Voilà, la genèse donc de ce livre, qui est lourd et long et gros, c'est que l'armée française, dans son immense bonté, envoie ses officiers sur les bancs de l'école à un moment de leur carrière. Et comme on peut faire ce qu'on veut à condition que ce soit censé et accepté par le commandement, j'ai demandé à retourner sur les bancs de l'école dans le domaine du russe. Et j'ai fait une licence de russe et puis une maîtrise de traduction littéraire. Et donc pour ça a été facilité par mes origines personnelles, puisque ma mère est russe, et donc la langue russe fait partie de mes attributs maternels, si je puis dire. Et donc, dans le cadre de ces études, on m'a proposé de faire une maîtrise de traduction littéraire. Et la maîtrise de traduction littéraire, c'est une centaine de pages. Le mémoire de maîtrise qui fait 100 pages, et bien là, c'est une traduction. Et on m'a recommandé de traduire une partie des mémoires de l'ancien aumônier général de l'armée russe, qui s'appelle le père Georges Chavelsky, qui a vécu toujours auprès du commandement pendant la guerre en particulier, la Première Guerre mondiale, et qui a vécu en particulier entre août 1915 et son abdication, qui a vécu aux côtés de Nicolas II, avec lequel il avait des entretiens, avec lequel il déjeunait tous les jours, donc ça a été un intime de Nicolas II. Et donc il a pu mettre ça sur le papier, et ça fait des mémoires absolument passionnants. Alors il est difficile de tracer un fil directeur dans son livre, parce qu'il y a beaucoup d'entretiens, on passe un peu du coq à l'âne, on s'entretient avec quelqu'un, et puis on visite, il a visité toute la Russie, et donc c'est un témoin vivant, si vous voulez, de la fin d'une époque, c'est-à-dire que, nommé en 1911, il quitte la Russie en 1920, après avoir été donc de 1911 à 1917 l'aumônier général des armées. C'est le dernier en date d'ailleurs, parce que l'armée russe actuellement n'a pas d'aumônier général. Il y a des aumôniers dans les unités, mais il n'y a pas d'aumônier général de l'armée russe. Et puis ensuite, donc entre 1917, 1918 plus exactement, et 1920, et avril 1920, il a été aumônier général de l'armée des volontaires, qui était donc l'armée du sud de la Russie, commandée par le général Dénikine.
Voilà. Et il a quitté la Russie en même temps que lui. Et il s'est réfugié ensuite en Bulgarie, où il est mort en 51, donc rattrapé par le communisme, puisqu'il enfin, il est mort quand même paisiblement. Il était directeur du séminaire de Sofia, où apparemment il n'a pas été inquiété par le régime soviétique qui s'est installé là à l'époque. Voilà. Donc voilà. Alors la genèse de cette traduction, donc c'est ça, c'est que je me suis retrouvé à avoir traduire, donc faire un mémoire de traduction littéraire. Évidemment, si vous traduisez une partie du livre, vous le lisez en entier. Ça m'a énormément plu et j'ai décidé donc de le traduire en entier. J'ai mis 5 ans, grâce à l'aide assidue de ma femme ici présente. Moi, je traduisais du russe en français et elle retraduisait du français en français. Voilà, ce qui était pas inutile parce que son grand avantage, c'est qu'elle ne parle pas russe. Donc, tous les russismes que j'ai mis dans ma traduction ont été effacés par Marie, ici présente, qui a passé 1h30 tous les soirs avec moi pendant 5 ans pour relire ce que j'écrivais. Voilà. Voilà, donc je voudrais présenter maintenant l'auteur de ce livre, donc le père Georges Chavelsky, dont le portrait est ici, qui est un homme né en 1871 et qui a, attendez, il avait 40 ans, donc oui c'est ça, et qui en 1911 s'est trouvé nommé protopresbytre des armées, c'était le titre. C'était un prêtre marié. Et donc, autant dans le clergé, ce qu'on appelle le clergé noir, qui est le clergé séculier, il y avait donc des titres qui vont du moine jusqu'au hiérodiacre, en passant par les hiéromoines, et puis l'égoumène, l'archimandrite, et ensuite les évêques. Là, la hiérarchie du clergé blanc, donc ce qu'on appelle le clergé blanc en Russie, donc le clergé séculier, qui était constitué d'hommes mariés, arrivait donc au grade de protopresbytre qui correspondait dans la hiérarchie de l'Empire russe à un archevêque et un général de division. Voilà. Donc si vous voulez, ce genre de hiérarchie existe encore en Grèce, par exemple, où le clergé a des équivalents dans le fonctionnariat et dans l'armée. Voilà. Donc, rapidement, donc il est né en 1871, dans un petit village de ce qui est actuellement la Biélorussie, à côté de la ville de Vitebsk. Et là, il se distingue tout de suite par une réussite dans ses études, où il sort premier dans ses études scolaires, ensuite il sort premier du séminaire, et puis ensuite de l'Académie de théologie de Saint-Pétersbourg. À chaque fois, il se distingue par ses grandes qualités. Et en 1905, il se porte volontaire pour partir pour la guerre russo-japonaise. Donc on manquait, l'armée russe avait besoin bien entendu d'aumôniers pour ses armées, et donc lui s'est porté volontaire pour la guerre, où il a eu un comportement particulièrement héroïque, puisqu'il est sorti avec l'ordre de Saint-Georges et de Saint-Vladimir. L'ordre de Saint-Georges, c'est la Légion d'honneur de la Russie, donc il a eu tout de suite... les décorations obtenues montrent que il s'est comporté en prêtre et en soldat. Ensuite, on le retrouve à Saint-Pétersbourg entre 1906 et 1912. En 1910, il enseigne la théologie dans différents instituts de Saint-Pétersbourg. Et en 1911, à sa stupéfaction personnelle, il est nommé protopresbytre du clergé, des armées et de l'Empire. Voilà son titre exact. Et c'était d'autant plus étonnant qu'à l'époque, la Russie souffrait d'une certaine gérontocratie. Et donc les membres élevés du clergé étaient plus près de 70 ans que de 40 ans. Donc comme c'est à peu près mon âge à moi, donc je ne critiquerai pas. Mais malgré tout, si vous voulez, le clergé, le haut clergé était constitué d'un certain nombre de personnes d'un âge certain. Et donc être à 40 ans nommé chef du clergé des armées, ça prouvait qu'il avait été distingué et qu'on s'était aperçu de ses qualités qu'il va développer. Et il va donc se surpasser et être un prêtre exceptionnel, à tel point que vers la fin, on dira que c'est lui qui gouverne la Russie. C'est les mauvaises langues qui disaient ça, bien entendu.
Et il est le dernier, donc, à nos jours, à avoir porté ce titre. Il n'y a plus de protopresbytre des armées en Russie. Le dernier protopresbytre que j'ai connu, c'était le recteur, le père Boris Bobrinsky, qui était recteur de l'Institut Saint-Serge. Voilà. Donc c'est le dernier protopresbytre que j'ai connu. Alors il y en avait 4 en Russie, les protopresbytres. Donc celui des armées, d'accord, l'aumônier de la cour, et le Kremlin comporte 3 cathédrales, et 2 de ces cathédrales donc, étaient dirigées, avaient un doyen qui avait le titre de protopresbytre. Alors sur les 3, je ne sais pas lesquels d'eux, puisque vous avez la cathédrale de l'Annonciation, la cathédrale de la Dormition, ou de l'Assomption, comme on veut, et la cathédrale des Archanges. Alors 2 de ces 3 avaient un protopresbytre. Voilà. Alors c'est un cas assez exceptionnel de voir un homme qui est né dans un petit village de la Russie profonde et qui parvient par son propre talent et sans avoir rien cherché à une situation absolument exceptionnelle et je dirais même prodigieuse. Alors pour la petite histoire, donc ce prêtre était marié et je savais qu'il avait une fille. Et cette fille s'est retrouvée orpheline quand elle avait 2 ans, puisque sa mère, donc l'épouse du père Georges Chavelsky, est décédée quand sa fille avait 2 ans. Et tout à fait récemment, l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai reçu un mail venant des États-Unis d'une certaine Rénie Markov, qui m'a dit qu'elle était l'arrière-petite-fille du père Georges. Alors, moi j'ai trouvé ça extraordinairement émouvant. Je lui ai envoyé mon bouquin, mais malheureusement, comme toute états-unienne qui se respecte, elle ne parle ni russe ni français. J'ai trouvé qu'il serait sans doute plus facile pour elle d'arriver à lire un livre en français. Et donc je lui ai envoyé ce livre, et depuis, je conserve des contacts avec elle. Elle m'a envoyé des tas de photos concernant le bureau de son père, des photos de son père jeune, etc. Donc c'est très émouvant, et moi j'ai trouvé ça absolument prodigieux. Voilà. Donc, le père Georges Chavelsky est un témoin tout à fait particulier, très peu connu d'ailleurs, hein, et auquel les historiens feraient bien de s'intéresser parce qu'il apporte des éléments ponctuels, si vous voulez, qui sont vraiment très intéressants. Donc, c'est un trésor. Ces mémoires sont un trésor, c'est un témoignage vivant de la fin de l'Empire russe, et un témoignage totalement inédit, en ce sens que les sources qu'il cite et les raisons qu'il démontre de la fin de l'Empire russe sont tout à fait inédites, je dirais. Voilà. Alors, par contre, j'ai une question. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà ce livre? Est-ce que certains l'ont acheté, l'ont trouvé parce que ce livre a été mis dans le commerce après que je l'ai récupéré? Non. Bon. Très bien. Comme ça, je pourrai en parler plus à l'aise. Personne ne pourra me dire vous vous trompez. Ça tombe bien. Voilà. Donc, il est difficile de faire une synthèse de ce livre parce que, bien entendu, il décrit tout ce qu'il voit au fur et à mesure qu'il le voit, mais il fait des retours en arrière, il parle avec des gens, il décrit un certain nombre d'anecdotes. Donc j'aurais du mal à faire une synthèse du livre, véritablement. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une lecture absolument passionnante. Voilà, je fais ma propre publicité. Voilà, alors, de quoi parle-t-il dans ce livre? Bien entendu, c'est un ecclésiastique, c'est un homme d'église, et il parle avant tout, enfin pas avant tout d'ailleurs, il en parle entre autres, il parle de l'état de l'église russe à l'époque, qui, autant dans son clergé de base, si je puis dire, par les prêtres de village, était un clergé d'une très très haute qualité, autant pour diverses raisons politiques, le très haut clergé était dans un état de déliquescence. Du moins, ce sont ses observations. Je ne porte aucun jugement personnel, mais l'état du clergé, du haut clergé, des évêques d'une façon générale, était plutôt problématique et affligeant. Donc il décrit un état tout à fait florissant de l'économie russe, puisque ses fonctions l'amènent à voyager énormément. En temps de paix, l'armée russe comportait à peu près 700 aumôniers.
En temps de guerre, avec la multiplication des hôpitaux de campagne, la multiplication des unités aussi, bien entendu, puisqu'en temps de guerre, on multiplie les unités militaires, ses subordonnés étaient du nombre de 5000. Et parmi ces subordonnés, il y avait même des évêques qui avaient demandé à servir dans l'armée comme aumônier de régiment ou de division. Donc lui, qui était un simple prêtre, s'est retrouvé à avoir dans son commandement, si je puis dire, en termes militaires, des gens qui étaient hiérarchiquement bien plus élevés que lui. Ensuite, bien entendu, il décrit l'état du gouvernement, puisqu'il se trouve fréquenté, donc l'empereur lui-même, bien entendu, ou le grand-duc Nicolas, qui était l'oncle de l'empereur et qui avait pris le commandement des armées pendant la première année, d'août 1914 à août 1915, après quoi l'empereur lui-même l'a remplacé, ce qui était d'ailleurs de l'opinion générale une erreur fondamentale. Il aurait beaucoup mieux fait de rester sur son trône à Saint-Pétersbourg plutôt que de venir commander les armées ce pourquoi il était totalement incompétent. Voilà. Ensuite, il parle des dissensions au sein du Saint-Synode. Le Saint-Synode était donc l'instance supérieure de l'Église russe, depuis que Pierre le Grand, en 1720, si je ne m'abuse, quelques années près, avait supprimé la fonction de patriarche, qui lui faisait de l'ombre en quelque sorte, puisqu'il y avait deux pouvoirs au sommet, celui du patriarche et celui de l'empereur. Donc Pierre le Grand avait supprimé le titre de patriarche. Il y avait donc un Saint-Synode. L'empereur lui-même ne pouvant pas s'occuper des questions religieuses, pour lesquelles il était d'ailleurs également incompétent, avait donc un haut procureur du Saint-Synode qui le représentait, et le chef de l'église orthodoxe russe, eh bien c'était l'empereur lui-même, bien entendu. Ensuite, bien entendu, puisqu'il était l'aumônier des armées, il décrit l'état de l'armée russe, et en particulier une description assez affligeante de l'incurie générale des officiers, parce que l'idéal de l'officier n'était pas du tout de s'instruire pour vaincre, et moi je suis Saint-Cyrien, donc je sais que notre devise c'est « ils s'instruisent pour vaincre ». Les officiers de l'armée russe ne cherchaient pas spécialement à s'instruire, mais par contre, ils annonçaient, à qui voulait bien entendre, qu'ils étaient prêts à mourir pour le tsar. Alors le jour où le père Georges leur a dit « écoutez, mourir pour le tsar c'est très bien, mais si vous vous instruisiez pour remporter la victoire et rester vivant, à l'issue, ce serait quand même beaucoup mieux ». Alors ce genre de parole a été accueilli dans la consternation générale, parce que bon, l'héroïsme c'était très bien, mais le travail c'était moins bien, quoi. Le travail est moins héroïque, c'est certain. Et donc, dans ce livre, il y a une chose qui apparaît, c'est qu'il y a un problème au sommet, qui est très difficile à résoudre, qui est absolument insoluble. Et ce problème s'appelle Raspoutine. Raspoutine, je vais en parler un petit peu plus tard. Raspoutine, et alors, sa personnalité est contestée. Actuellement, j'ai entendu sur Radio Courtoisie, il y a un mois ou deux, une interview de l'arrière-petite-fille de Raspoutine. Alors, elle ne peut pas dire du mal de son arrière-grand-papa, je comprends très bien. Donc là, le problème est un petit peu faussé. Et avant-hier, il y avait une émission sur Arte, à la gloire de Raspoutine. Je dois avouer que cette émission m'a un peu agacé, parce que quand on lit le mal que Raspoutine a fait au sommet de l'État, alors on ne va pas accuser Raspoutine, je vais en parler un peu plus tard, d'être à l'origine de tous les malheurs de la Russie, bien entendu, mais on peut dire sans aucune crainte de se tromper que Raspoutine y a largement contribué. Et en particulier, Raspoutine avait complètement envahi l'esprit, avait pris possession, si je puis dire, de l'esprit de l'impératrice Alexandra, laquelle impératrice Alexandra régnait en maître sur l'esprit de son pauvre mari. Voilà. Ça n'aura pas réussi à tous les deux. Bon. Voilà, donc tout ceci est décrit très en détail sur un livre que je suis arrivé à réduire à 700 pages grâce à l'aide de notre éditeur, parce que en russe, c'est 2 volumes de 450 pages chacun,
Donc ce qui explique les 5 ans de travail qu'on a passé, très agréablement d'ailleurs, à le traduire. Donc au fil de ce livre, donc, on voit l'état économique de la Russie, mais ce n'est pas concentré dans un chapitre, c'est un petit peu partout dans le livre. La famille impériale qui est une famille un peu étrange, parce que l'impératrice, autant c'était une femme autoritaire, autant elle était extrêmement simple dans la vie quotidienne, et elle avait horreur des bals, des fêtes et des choses comme ça, et elle préférait vivre d'une façon pas du tout luxueuse, avec son mari, s'occuper de ses enfants, mais par contre, elle régnait en maître sur la famille. Ensuite, bien entendu, une description de l'armée, une description du haut clergé, j'en ai parlé, le gouvernement, les ministres qui se succèdent, parce que les ministres, s'ils ont le malheur de ne pas plaire à l'impératrice et de ne pas plaire à Raspoutine, ce qui souvent allait de pair, eh bien, ils se trouvaient virés, quoi, pardonnez-moi l'expression. Comment ? Destitués, voilà. C'est le mot, le terme exact. Donc, à l'issue de cette description, on assiste à l'effondrement de l'Empire d'une façon absolument stupéfiante. La dynastie des Romanov, qui est une dynastie puissante, qui régnait depuis très exactement 300 ans sur la Russie, qui avait eu des empereurs d'une puissance, y compris le père de Nicolas II, Alexandre III, qui était un homme extrêmement fort et qui, d'ailleurs, à la suite de l'assassinat de son propre père, avait restauré un empire beaucoup plus autoritaire que celui d'Alexandre II, son père. Et donc, cet empire, d'un seul coup, s'effondre, à la stupéfaction générale, à la stupéfaction internationale. Tout le monde pensait que l'empire était fort, et l'empire, malheureusement, était sur les frêles épaules de Nicolas II. Après cela, bien entendu, la guerre civile, et dans la guerre civile, donc, le père Georges s'est trouvé aumônier général de l'armée des volontaires, qui était l'armée qui était au sud de la Russie. Il y avait 3 armées dans la guerre civile. Schématiquement, il y a un peu plus que ça, c'est un peu plus simple que ça, un peu plus complexe que ça. Il y avait l'armée des volontaires, qui était l'armée au sud de la Russie, donc dans le Kouban, actuellement plus ou moins sujet à des troubles, n'est-ce pas, et le Caucase. Ensuite, il y avait en Sibérie, il y avait l'amiral Koltchak, un homme extraordinaire, exceptionnel, mais qui a été trahi par ses alliés, dont malheureusement le général français Jeannin, qui était auprès de lui et qui l'a abandonné à ses ennemis, dont il ne s'était pas encore aperçu que c'était les nôtres également. Voilà. Et puis l'armée du Nord avec le général Yudenich, qui était à Saint-Pétersbourg, et tout ce beau monde convergeait vers Moscou, à un point tel que, vous savez que le Koltchak est arrivé à Yekaterinbourg une semaine après l'assassinat de la famille impériale. C'est d'ailleurs probablement ce qui a hâté l'assassinat, parce que si Koltchak était arrivé et avait trouvé invraisemblable. Donc, au début du XXe siècle, l'inspecteur de l'Académie de théologie de Saint-Pétersbourg, qui était l'évêque Théophane, qui était un homme très influent, et jouissait, bien entendu, dans les milieux pieux de la haute société saint-pétersbourgeoise, d'une immense popularité. Et le premier personnage de la famille impériale qui devint proche de cet évêque Théophane fut la grande-duchesse Militsa Nikolaevna, qui était la fille du roi de Monténégro et qui était l'épouse du grand-duc Nicolas. Et donc, tout le monde dans cette société éprouvait un grand intérêt pour les questions théologiques. Et cet évêque Théophane avait parmi ses amis un homme de bien qui s'appelait le père Roman Medved. Medved, ça veut dire l'ours, mais là c'était le prêtre en l'occurrence, qui faisait de temps en temps des pèlerinages dans un monastère. Dans l'un d'eux, il a rencontré Raspoutine. Alors, il a vu en lui, ce qui n'était pas impossible du tout d'ailleurs, hein, il a vu un homme de Dieu. Vous savez que la Russie, dans la tradition de l'église russe, il y a ce qu'on appelle les pholantristes. Par exemple, comment s'appelle la cathédrale qui se trouve en face du Kremlin, la cathédrale
Comment, voilà, Basile le Bienheureux. Basile le Bienheureux est un fol en Christ de l'époque d'Ivan le Terrible, et donc avait une inspiration qui n'était pas du tout mondaine, et qui étaient des gens qui vivaient d'une façon tout à fait originale et personnelle, et qu'on appelait les fols en Christ. Et donc, on a considéré que ce Rasputin était un fol en Christ. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, ce père Medved a ramené Rasputin d'un monastère qui était dans la région de Tobolsk et l'a présenté à l'évêque Théophane, qui a vu en lui un homme de Dieu et qui s'est empressé de le présenter aux personnages de la haute société qu'il rencontrait, et en particulier donc à la grande duchesse, épouse du grand-duc Nicolas, qui à l'époque n'était pas encore le commandant en chef des armées, mais ça n'allait pas tarder. Et donc le Rasputin a commencé à fréquenter la maison du grand-duc, et le grand-duc, bien entendu, l'a présenté à l'impératrice, puisque les épouses donc, du grand-duc Nicolas et de son frère, du grand-duc Pierre, étaient très amies avec l'impératrice. Ça n'a pas duré, ça n'a pas duré du tout même, mais à l'époque, elles étaient très amies, et donc elles ont présenté le Grégoire Rasputin à l'impératrice, et très rapidement, donc le prophète, entre guillemets, bien entendu, a occupé dans la famille impériale une position telle qu'il a pu en éloigner pour toujours, qu'il a pu, d'une part, éloigner ses propres protecteurs, et qu'il a éloigné également le clergé de la cour. Parce que donc, il y avait un protopresbytre, qui était un homme extrêmement compétent et talentueux, mais qui n'avait pas su s'entourer. Et au moment où il est mort, il a laissé la cour un peu orpheline. Il y avait des prêtres, mais qui étaient loin d'avoir le talent d'un protopresbytre aulique, et qui donc a été remplacé par un homme extrêmement peu talentueux, et donc il a laissé la place vide en quelque sorte, dans laquelle Rasputin s'est engouffré. Voilà. Donc ceci apparaît dans les mémoires du père Georges, ceci apparaît à de nombreuses reprises, au début, au milieu et à la fin du livre, et on voit en même temps tout le mal qu'il a fait. Voilà. Alors, je vous en prie, si vous avez des questions à poser au fur et à mesure que je parle, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me couper la parole, éventuellement, pour ceux qui connaissent la question, me dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ce Rasputin, il a quand même déconseillé au tsar l'entrée en guerre. Tout à fait. Et le tsar, à mon avis, enfin, c'est pas très clair avec Poincaré, a cédé à un entourage belliciste. Ça a été, à mon avis, personnellement, une très grave erreur. Donc Rasputin, là, à mon avis, avait vu juste. Rasputin avait vu juste, mais il est un fait quand même que depuis l'arrivée au trône de Nicolas II, quasiment, il y avait des accords qui existaient, des accords diplomatiques qui existaient donc entre la France et la Russie, mais Rasputin avait vu juste pour ça, incontestablement. D'ailleurs, il n'avait pas été le seul. Au départ, à telle mobilisation des Russes, quand même, après le Grenade. D'accord. Excusez-moi. Oui. Bon, alors après. D'accord, ok. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas, je vais pas parler trop longtemps non plus, parce que soit je parle jusqu'à 4h du matin. Je ne sais pas quelle heure il est, là. Ça va. Soit il va falloir que j'abrège de toute façon, et si je parle de tout le livre. Donc, j'aborde les sujets principaux. Et disons que je vais considérer que le sujet de Rasputin est épuisé pour l'instant, temporairement, jusqu'à ce que vous me posiez des questions, auxquelles je m'efforcerai de répondre dans la mesure de mes compétences. Voilà. Donc, simplement, il faut dire que Rasputin régnait sur l'impératrice, qui elle-même régnait sur le tsar. Et à tel point que, dans les derniers remaniements ministériels, le tsar s'était rendu à l'état-major général de l'armée, qu'on appelle la Stavka. Là, il avait pris des décisions, il avait réuni le Conseil des ministres, il avait pris des décisions, il avait changé un certain nombre de ministres, révoqué un certain nombre de ministres, et remplacé par d'autres. Et ensuite, il devait rentrer à Saint-Pétersbourg, immédiatement après. Eh bien, il s'est obligé à attendre à la Stavka,
que les ministres, l'arrivée de ces ministres soit bien entérinée, acceptée, et que ces ministres soient en place, parce que s'il était rentré à Saint-Pétersbourg immédiatement, l'impératrice lui aurait mis son veto à ses nominations, et lui n'aurait pas été capable de lui résister. Voilà, donc quand l'empereur voulait prendre une décision de façon indépendante, il évitait de rencontrer sa femme trop rapidement après. Voilà, c'est ce que je fais aussi, mais là, dans un domaine moins grave quand même. Voilà. Donc la visite, après avoir planté le décor en quelque sorte, mais qui va être un décor permanent, un véritable poison, donc de la raspoutinerie, puisqu'on va l'appeler comme ça. Et donc il décrit l'état de l'Empire à la veille de la guerre, et en particulier lors d'une visite en 1913 à Leipzig. Alors c'est pas l'Empire russe, certes, mais vous savez qu'à Leipzig, il y a eu une bataille aussi qui a opposé Napoléon. C'est une défaite de Napoléon que les Cosaques, que l'Union des Cosaques de la Garde à Paris fête tous les ans. Et pour la petite histoire, là, je digresse un peu. En 2013, donc tous les ans, on fête Leipzig. Je suis invité d'ailleurs, bien que je ne sois pas cosaque. Et pour le centenaire de la bataille de Leipzig, les Cosaques avaient invité le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Rachmadou, qui en a profité pour les remercier de s'être fait inviter pour fêter une défaite d'armée française. Enfin, bon. Mais la bataille de Leipzig est évidemment une défaite de Napoléon. Et donc, à l'occasion du premier centenaire du premier centenaire de Leipzig, nous évidemment c'était le bicentenaire, il compare la personnalité de Guillaume II, qui était une personnalité extrêmement forte et puissante, et on voyait que Guillaume II avait réellement une emprise de sa personne, il avait une emprise sur son entourage, et il compare cette personnalité de Guillaume II avec la faiblesse et la timidité apparente de Nicolas II. Et l'Allemagne en paraît d'autant plus menaçante. L'un et l'autre n'ont pas survécu, du moins leur trône, n'ont pas survécu à la guerre. Donc, l'armée russe, en dépit de l'état d'esprit chevaleresque de ses officiers, que je vous ai décrit tout à l'heure, prêts à mourir pour le tsar, mais pas vraiment prêts à s'instruire, parce que mourir pour le tsar, c'est héroïque et ça ne demande pas beaucoup de travail, si je puis dire, tandis que s'instruire, ça en demande. Et donc, les officiers étaient plutôt du côté héroïque, mais pas du côté travail. Donc, voilà, donc l'idéal de l'exploit héroïque, je cite donc le père Georges, de la mort en héros éclipsait celui de la victoire, et c'était extrêmement dangereux pour la conduite de la guerre. Et il estime donc qu'à l'occasion de cette petite visite à Leipzig, que l'armée russe n'était pas du tout prête à affronter l'Allemagne. Et malgré tout, l'armée russe a héroïquement combattu l'Allemagne. L'Autriche, c'était plus facile, mais c'est quand même bien grâce à l'offensive russe que la bataille de la Marne a pu être remportée par les armées françaises fin 1914, parce que l'Allemagne a été obligée d'envoyer des unités combattre sur le front russe, et l'armée russe s'est fait sérieusement étrier, puisque le général Samsonov, qui commandait une armée, son armée était complètement détruite par l'armée allemande, et le général Samsonov est parti errer comme un fou dans les bois et s'est tiré une balle dans la tête. Donc l'armée russe a été mise à très très rude épreuve par l'armée allemande. Comment ? Voilà, n'est-ce pas une digression ? Ça, c'est Non, tu coupes. Je sais pas comment faire. Bah, tu appuies sur le bouton, c'est comme ça. Hop, c'est fini. Voilà. Donc, les officiers russes à l'école recevaient une excellente formation, bien entendu. Il y avait l'équivalent de Saint-Cyr russe, bien entendu, où les officiers recevaient une excellente formation. Mais ensuite, une fois arrivés au service,
c'était un phénomène habituel de s'endormir un peu sur ses lauriers. Voilà. Donc, de la même façon, la Stavka, l'état-major, donc qui se crée en 1914 dans la ville de Baranovichi, qui est une ville de Biélorussie, cette Stavka est peuplée de gens d'une incroyable incompétence. Et il y a toujours une espèce de petite querelle entre le grand-duc Nicolas, qui lui donc avait été désigné comme commandant suprême par l'empereur, et puis donc l'empereur lui-même qui ne l'a pas laissé prendre les personnels extrêmement compétents. Il y a un général extrêmement compétent que le général Alexeïev, que le grand-duc Nicolas aurait bien voulu prendre, mais Nicolas II ne l'a pas laissé et il lui a laissé, au contraire, des gens complètement incompétents qui n'étaient pas du tout à leur place dans l'état-major suprême et qui ont amené certainement à des revers par leur manque de coup d'œil stratégique. Alors qu'ensuite, quand l'empereur lui-même a pris le commandement, il s'est adjoint le général Alexeïev, qui malheureusement est mort en 1918, si je ne m'abuse, d'une maladie, alors qu'il avait commencé à être le chef des armées blanches après la Révolution. Et qui était un homme extrêmement compétent, par contre. Voilà. Donc, le grand-duc Nicolas, qui devient le commandant suprême au moment de la guerre, donc en août 1914, était le fils d'un frère d'Alexandre II, donc il était l'oncle, il était cousin germain donc du père d'Alexandre III, donc le père de Nicolas II, et c'était donc un oncle de Nicolas II. C'était le plus ancien et le plus âgé des grands-ducs, et était extrêmement respecté, tant pour son talent militaire que pour son influence politique sur l'ensemble de la Russie. Et en particulier, à Raspoutine qui voulait se rendre à la Stavka en visite, le grand-duc a répondu, a télégraphié « Si tu viens, je te ferai pendre ». Et du coup, Raspoutine n'est pas venu, curieusement. Donc, oui, c'est dommage. Et seulement, en été 1915, le grand-duc commençait à avoir une renommée extraordinaire et commençait à avoir une popularité, et non pas l'empereur lui-même, mais la tsarine s'est sentie menacée par la popularité du grand-duc, qui était bien supérieure à celle de l'empereur. Elle s'est sentie menacée à tort, parce que l'empereur était un fidèle parmi les fidèles, et il n'aurait jamais songé à renverser Nicolas II, mais d'une part conseillé par Raspoutine, et d'autre part, à cause d'une inimitié personnelle, la tsarine a recommandé à Nicolas II de prendre le commandement suprême, ce qui était une double erreur, puisque, premièrement, Nicolas II n'était pas un soldat de métier, ce qui était le cas du grand-duc Nicolas. Le grand-duc Nicolas était un général de l'armée russe et était donc extrêmement compétent dans le domaine stratégique. Nicolas II n'était pas du tout préparé à ça. Il avait servi dans un régiment de hussards, mais sans plus, il n'était pas du tout militaire. Donc, dans un premier temps, il se mettait lui-même à la tête des armées sans en avoir la compétence. Et d'autre part, lui, qui était le roi, qui était l'empereur, il avait abandonné son trône, il avait laissé dessus son épouse, dont on voit tout de suite les compétences, et donc il avait en quelque sorte déserté son poste sans être capable d'assumer le poste qu'il s'était choisi. Mais heureusement, il s'était adjoint donc le général, comment j'avais dit déjà, Alexeïev, qui était incontestablement le meilleur général de l'armée russe et qui lui a remporté des victoires incontestables, et donc qui a permis le redressement de la situation, ce qui évidemment a été mis au crédit de l'empereur, mais ce n'était pas du tout à son crédit, parce que l'empereur, à la Stavka, ne faisait rien.
Voilà. Alors, au début de la guerre, on voit... Alors, on passe un petit peu du coq à l'âne, parce que dans ce livre, on passe du coq à l'âne en permanence. Il décrit un phénomène qui est tout à fait typique de la tradition russe, de la tradition militaire, de la tradition populaire. C'est la foi, une foi totalement justifiée, bien entendu, en la mère de Dieu, une foi chrétienne profonde, et en particulier, le 20 juillet, il décrit le 20 juillet 1914, alors que la guerre commençait tout juste. La ville de Grodno, qui est donc une ville située tout à fait à l'ouest de l'Empire, était menacée par 4 corps d'armée allemands. C'était une menace très lourde, parce qu'en plus de ça, les Allemands étaient bien mieux armés que les Russes. La préparation matérielle de l'armée russe était très mauvaise. Et donc, 4 corps d'armée allemands menaçaient la ville de Grodno, qui était défendue par 2 divisions russes, qui ne faisaient absolument pas le poids, bien entendu. Alors, le 20 juillet, l'archevêque Michel de Grodno, accompagné de tout le clergé, célébra un tédéum sur la place devant l'icône de la Mère de Dieu, protectrice de la ville, qui avait été sortie pour la circonstance. Toute la ville se rassembla, les sanglots de la foule s'unirent en une grande plainte, et ce soir-là, Guillaume retourna ses corps d'armée vers la France, et Grodno était sauvé. Alors, bien entendu, on le voit ici, bien entendu, une relation de cause à effet. Ces armées qui sont retournées vers la France se sont ensuite de nouveau retournées contre la Russie, et ont permis, en particulier, de sauver la bataille de la Marne. Mais ça, c'est une autre question. Donc, malheureusement, le commandement russe avait comme maladie d'être incapable de savoir exactement la situation sur les différents fronts, parce que toute victoire était largement amplifiée. Donc la moindre petite victoire était largement amplifiée, et les défaites étaient plus ou moins passées sous silence, ce qui fait que le haut commandement ne savait pas très bien où en était sa propre armée. Et ça, c'est un des très gros défauts de l'armée russe qu'on a déjà vu au début, où tout le monde s'instruisait au début pour vaincre, et puis ensuite on oubliait l'instruction, on faisait de l'héroïsme, mais ce que doit faire une armée, c'est-à-dire en particulier rendre compte de sa position, de sa situation, de manière à ce que le haut commandement puisse prendre des mesures, ça ne se faisait pas. Voilà pour cette question militaire. Et une autre question qui est très intéressante, c'est la question des gréco-catholiques, donc ce qu'on appelle les uniates de Galicie. Dans cette région de Galicie, qui est une région qui se situe à l'ouest de l'Ukraine, qui était à l'époque dans l'Empire d'Autriche, le clergé était ce qu'on appelle un clergé gréco-catholique, c'est-à-dire qu'on appelle aussi uniate, qui est un terme un petit peu péjoratif qu'emploient les Russes orthodoxes pour parler de ces gréco-catholiques. Le rite gréco-catholique est un rite tout à fait semblable au rite byzantin de l'Église orthodoxe. Les prêtres étaient des prêtres en général extrêmement bien formés, sortant du séminaire, très instruits et connaissant bien leurs ouailles, mais ces prêtres étaient catholiques, c'est-à-dire qu'ils étaient ils obéissaient au pape, et autre chose, autre détail, enfin qui n'est pas un détail théologique, c'est qu'il comment dirais-je, il déclarait le filioque dans le credo, ce que les orthodoxes ne reconnaissent pas. Mais pour la population, pour une population qui estime que le premier commandement du Christ est l'amour du prochain, l'amour de Dieu bien sûr et l'amour du prochain, le filioque et le pape, c'était des notions qui, pour le peuple, étaient des notions qui, aussi importantes qu'elles soient pour les théologiens, sont complètement secondaires et n'influent pas sur la vie quotidienne du chrétien. Donc, malgré cela, la réunification à l'Église orthodoxe des gréco-catholiques, donc des uniates, a été décidée
non pas par l'empereur, parce qu'il ne s'était pas trop occupé de cette question-là, mais par le Saint-Synode. Et on avait envoyé, pour s'occuper de ça, un archevêque euloge. Alors l'archevêque euloge a ceci de particulier, c'est qu'il a été le premier archevêque des Russes blancs qui ont émigré en France. Et donc c'était l'équivalent actuel de l'archevêque Jean, n'est-ce pas, qui vient d'être nommé. Voilà, il faut que j'aille un peu plus vite. Bon. Non. Bon. Donc, cette affaire des uniates de Galicie a été très mal embrayée parce que donc l'archevêque Euloge a décidé que voilà, il s'adressait aux évêques, où il envoyait ses émissaires ou d'autres représentants de l'Église russe s'adresser aux prêtres en disant voilà, maintenant, soit tu fais allégeance à l'Église orthodoxe, soit dans 15 jours, je ne veux plus te voir. Bon, alors beaucoup s'en allaient, bien entendu, et ils étaient donc remplacés par des hiéromoines qui venaient des fins fonds de la Russie, qui étaient loin d'avoir une formation théologique, une formation séminaire qu'avaient ces prêtres qui avaient souvent des diplômes universitaires très importants et puis qui connaissaient leurs ouailles, qui étaient d'excellents prêtres. Et donc, soit les prêtres acceptaient, on les gardait, soit ils n'acceptaient pas, et ils étaient remplacés par des prêtres qui n'étaient pas du tout à la hauteur, puisqu'ils ne connaissaient ni les ouailles, ni les us et coutumes du pays, et donc c'était une véritable catastrophe. Et en plus, comme dans toute guerre, et en particulier dans celle-ci, il y a eu des allers-retours, quelque temps après, 6 mois plus tard, lors d'une offensive, appuyée par les Allemands, les Autrichiens ont reconquis la Galicie, et ça s'est soldé par un nombre incroyable d'exécutions. Tous ceux qui s'étaient ralliés à l'Église orthodoxe, en particulier les prêtres, bien entendu, ont été fusillés ou pendus. Tout ça par la faute, par l'obstination de ceux qui ont estimé qu'il fallait absolument rattacher donc les uniates de Galicie à l'Église orthodoxe. Ensuite, retour du balancier, l'armée russe a de nouveau occupé la Galicie occidentale, et cette fois-ci, l'empereur a désigné le père Georges Savelski pour s'occuper de cette question des uniates, et il s'est conduit de façon beaucoup plus diplomatique, en laissant les prêtres en place, et même en les aidant un maximum, sans perturber les gens ni dans leur foi, ni surtout en ne les laissant pas se compromettre auprès du pouvoir russe, ne sachant pas de quoi l'avenir était fait. En cela, il avait très bien vu. Voilà, donc ça fait partie des innombrables détails de ce livre. Voilà. Et sur l'état de l'Église, il a malheureusement des termes extrêmement durs. Sur l'état en particulier du haut clergé. Autant le clergé populaire, le clergé dans les villages était d'un dévouement absolu, qu'on rencontre encore actuellement, bien entendu, et qu'on a toujours rencontré. Mais voilà ce qu'il dit. Il est difficile de se représenter quelque autre fonction sur cette terre qui fut aussi défigurée et mutilée. Il suffit de parcourir des yeux le chemin qui y menait pour s'apercevoir, pour reconnaître que l'ennemi du genre humain a déployé beaucoup d'efforts pour pervertir et rendre aussi inoffensifs pour lui les hautes fonctions de l'Église de Dieu. Et l'historien ne manquera pas d'observer qu'à l'époque de Sabler, qui était le haut procureur du Saint-Synode à cette époque-là, s'occupait principalement d'affaires de décoration et de divorce, de décoration des prêtres. On leur mettait des médailles comme aux militaires, plutôt que de s'occuper de véritables questions théologiques et d'organisation de l'Église. Et en particulier, il y a eu un phénomène extrêmement malsain qu'on appelait le monachisme savant, le monachisme savant. C'est-à-dire que au séminaire, on repérait les étudiants, les séminaristes les plus talentueux, et immédiatement, on leur proposait de prendre la tonsure monastique, parce que pour devenir évêque, il faut être moine. Et donc, ceux qui acceptaient avaient leur carrière toute tracée,
et un séminariste de 25 ans, entre 25 et 30 ans, qui prenait l'attention monastique, était pratiquement certain qu'avant 40 ans, il serait évêque. Et donc, ça créait, bien entendu, une émulation qui était malsaine, qui n'avait rien qui ne faisait pas du tout appel à la foi, mais plutôt à un certain arrivisme, sachant qu'un évêque était l'équivalent d'un général, et c'était un homme inamovible, respecté et craint, et dans l'Empire russe, qui avait beaucoup de pouvoir. Donc on appâtait en quelque sorte les jeunes séminaristes de cette façon-là, et donc cette tonsure monastique sans mesure, sans choix, sans discernement, créait une espèce de tremplin pour arriver à l'épiscopat. C'était un phénomène immoral et monstrueux qui entraîna dans les derniers temps une dégénérescence de l'épiscopat, une sécularisation du monachisme et la déchéance des établissements d'enseignement religieux dirigés par des moines. Voilà donc un jugement émis par un homme d'église, n'est-ce pas, sur sa propre église. Voilà, pour la question de l'Église. Ensuite, nous abordons la destitution du grand-duc, parce que le grand-duc Nicolas, désigné par l'empereur, donc je disais en août, même en juillet 1914, pour prendre le commandement suprême des armées, n'est resté qu'un an. Il a été remplacé par l'empereur lui-même en août 1915. Et face à cet obscurantisme, je cite de nouveau le père Georges, qui après avoir égaré la famille du tsar commençait à désagréger de plus en plus l'organisme national, le grand-duc nous paraissait être la seule cellule saine. Et effectivement, le grand-duc concentrait sur lui tous ceux qui avaient encore foi en la victoire et en l'avenir de la Russie, et qui ne croyaient plus du tout à l'impératrice, en l'empereur, bien entendu, qui lui-même était complètement perverti par l'impératrice et elle-même par Raspoutine. Donc, c'est en s'appuyant sur cette cellule saine que l'organisme national pouvait surmonter tous ces microbes malfaisants et recommencer une vie saine. Tous croyaient et espéraient en lui. Or maintenant, au plus fort de la lutte, on le mettait hors de combat. Et donc le grand-duc Nicolas a été affecté sur le front du Caucase, où il est devenu vice-roi du Caucase, à Tbilissi, à Tiflis à l'époque, en raison principalement des intrigues de Raspoutine. Et donc l'armée perdait son vieux commandant suprême, qu'elle aimait, mais sans en recevoir à nouveau. Comme je vous l'ai dit, l'empereur est venu s'installer à la Stavka, mais sans la commander véritablement, parce qu'il avait pris comme chef d'état-major le général Alexeïev, qui à partir de là est devenu lui-même, sans en avoir le titre, le commandant suprême de l'armée russe, avec énormément de talent d'ailleurs. Voilà. Ensuite, il y a toute une description des coupables. Le ministre de la guerre, Soukhomlinov, est coupable d'avoir mal préparé l'armée russe à la guerre, de l'avoir mal équipée, de ne pas avoir créé les industries nécessaires pour fabriquer ne serait-ce que les munitions, l'armement, etc. Et l'armée russe arrivait désarmée face à l'armée allemande qui, elle, était parfaitement bien équipée, disciplinée et armée. Et dans certains cas, des régiments de l'armée russe sont montés à l'assaut contre l'armée allemande avec des bâtons. Parce qu'il n'y avait pas de fusils, et s'il y avait eu des fusils, de toute façon, il n'y avait pas de munitions pour mettre dedans. Voilà. Et bien entendu, on a accusé le général Soukhomlinov, ministre de la guerre, qui a d'ailleurs séjourné un petit peu en prison dans la forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg. Et donc, il n'y est pas resté très longtemps, mais en tout cas, n'a pas beaucoup favorisé l'armée russe par ses talents, parce qu'il en manquait singulièrement. Voilà, donc je vais abréger un petit peu, parce que sinon je vais vous raconter tout le bouquin. Et donc, voilà, en plus de ça, parmi les coupables, à l'état-major se trouvait
le général chef d'état-major, qui était en quelque sorte l'équivalent, nous, de notre chef d'état-major des armées, et qui était un homme totalement incompétent, parce qu'il avait beau être général d'armée, c'était surtout un homme de l'administration, c'était pas un stratège, c'était pas un soldat, c'était un administratif. Alors les administratifs ont bien entendu une utilité très grande, mais plutôt sur les arrières que sur le front. Voilà. L'ennui, c'est que cet homme-là était le commandant en chef des armées. Voilà, donc je vais passer un petit peu plus rapidement et je vais arriver à l'abdication de l'empereur qui s'est passée donc le 2 ou 15 mars, le 2 mars suivant le calendrier julien, qui est le calendrier de l'Empire russe et qui est encore le calendrier de l'Église orthodoxe russe. 15 mars, c'est donc 13 jours plus tard, suivant le calendrier grégorien. Une délégation est arrivée, alors une délégation qui comportait en particulier Gouchkov, qui était donc le président de la Douma d'État, et Shulgin, qui était un homme politique aussi, membre de la Douma. Alors ce qui est intéressant, c'est que Gouchkov, une quinzaine de jours avant cette abdication de l'empereur, circulait dans Saint-Pétersbourg avec à côté de lui dans sa voiture mon grand-père. Et quelqu'un a tiré sur la voiture, et mon grand-père a été tué. Et sinon, mon grand-père, grave erreur à mon avis de sa part, mais il était mort avant de pouvoir le faire, aurait participé à cette délégation qui est partie demander à l'empereur d'abdiquer, ce qui, au regard de l'histoire, était une erreur fondamentale, mais on s'en est aperçu malheureusement après coup. Et donc, voilà, pour la petite histoire. Donc, Gouchkov et Shulgin ont retenu l'empereur. Alors, je vous lis rapidement ce qu'en dit le père Georges, parce qu'il était présent à la Stavka, mais il n'était pas invité, bien entendu, à assister à l'abdication de l'empereur. Donc, l'empereur décida d'abdiquer pour l'héritier également, parce qu'il s'était renseigné, et donc l'héritier, le tsarevitch Alexis, était très gravement malade. Il avait une douzaine d'années à l'époque, il souffrait d'hémophilie, et le corps médical ne lui donnait pas longtemps à vivre. Il aurait, d'après l'expérience de l'époque, un hémophile ne dépassait que très rarement l'âge de 20 ans. Donc l'héritier, qui était donc très jeune, qui aurait hérité de l'Empire dans des conditions absolument dramatiques, n'était pas en mesure de régner. Donc l'empereur voulait absolument pouvoir continuer à vivre auprès de lui. On l'a dit, si vous abdiquez, ce ne sera pas possible. Donc du coup, l'empereur a décidé d'abdiquer pour son héritier également. Donc l'empereur et son héritier abdiquaient. Il n'y avait plus d'héritier à la couronne. Le grand-duc Michel, frère de l'empereur, qui aurait d'ailleurs été Michel II s'il avait accepté, le premier des Romanov étant Michel Ier, 300 ans plus tôt. Donc le grand-duc Michel a refusé la couronne. Donc la couronne s'est retrouvée sans titulaire. Donc, voilà ce qu'il dit. Donc l'empereur décida d'abdiquer pour l'héritier également. À 7h30 du soir, le dîner... pendant le dîner et après le dîner, les conversations habituelles, tout à fait tranquillement, continuèrent, comme si rien ne s'était passé, comme s'il ne se passait rien. À 10h du soir, arrivèrent Gouchkov et Shulgin. L'empereur eut avec eux un entretien qui s'acheva par la signature de l'acte d'abdication en faveur du grand-duc Michel Alexandrovitch, donc le frère de l'empereur, qui, on le sait, a refusé. Donc, c'est un signe honneur qui lui était fait. À minuit, l'empereur ayant pris congé des deux hommes, entra dans la salle à manger, où la suite prenait le thé. Qu'ils m'ont retenu longtemps, dit-il en s'adressant à la suite. Puis, une conversation s'engagea sur divers sujets, comme la veille et l'avant-veille. L'empereur était tout à fait calme. Il paraît qu'il n'était plus empereur à ce moment-là. Voilà. Nicolas II est donc un personnage tout à fait étrange, soumis à une espèce de volonté extérieure. C'est du moins ce que décrit. Dans tout ce que je dis là, je n'exprime pas d'opinion personnelle parce que je n'y étais pas. Je décris ce qui est dit par le père Georges, qui lui l'a vu et a témoigné. Voilà, donc ce témoignage est là.
Et par contre, le grand-duc Nicolas, qui, lorsqu'il était commandant suprême, avait des pouvoirs quasi impériaux sur les régions où s'exerçait son commandement. Donc sur toute la région d'opération des armées, le tsar, c'était lui. L'empereur ne s'occupait pas de l'administration des zones de combat, puisque, bon, il n'y avait pas de constitution à l'Empire, mais disons, suivant la tradition de l'Empire, c'était le commandant suprême qui régnait en maître, comme s'il avait été le tsar. Or, en 1918, on ne savait pas très bien encore, fin 1918, on ne savait pas exactement quel était l'état de la famille impériale, parce que quand les armées de Kolchak sont arrivées une semaine après l'assassinat de la famille impériale à Ekaterinbourg, on ne savait pas que la famille impériale venait d'y être assassinée, on ne savait pas où étaient les corps. Donc on n'avait pas d'informations précises, et donc certaines personnes, dont l'impératrice mère d'ailleurs, l'impératrice Marie, la femme d'Alexandre III, pensaient que son fils était encore vivant, quelque part. Et donc, malgré tout, le trône était vacant, et une assemblée des Alliés s'est réunie en Roumanie, fin 1918, pour statuer sur la nomination éventuelle d'un tsar, pour régner sur la Russie. Le grand-duc Nicolas était à ce moment-là dans la région où avait déjà commencé à combattre les armées blanches. Il aurait très bien pu décider de son propre chef de monter sur le trône. Il n'aurait rencontré aucune opposition. Mais alors qu'il s'était montré être un chef de guerre extrêmement énergique, extrêmement populaire, à ce moment-là, eh bien, il a en quelque sorte loupé le coche, et je pense la Russie aussi, et le monde entier. Et donc le grand-duc Nicolas a quitté la Russie et est mort ensuite à Antibes en 1929, voilà, sans être monté sur le trône. Voilà. Donc, ensuite, notre père Georges se retrouve, après quelques péripéties, donc après avoir dit lui-même, échappant à la terreur, j'arrivais à Kiev le 30 septembre 1918. Là, il a pris contact avec les chefs de l'armée des volontaires, et immédiatement, le général Dénikine lui a demandé d'être son aumônier, et il a pu observer toute la vie donc, de l'armée des volontaires entre septembre 1918 et le départ du général Dénikine en avril 1920. Et il constate, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, il constate des raisons, il constate les raisons de la défaite contre les bolcheviks, parce que vous savez que la victoire a vraiment été tout près. Lénine commençait déjà à faire ses valises et à quitter Moscou parce que les armées blanches arrivaient, et Lénine, à un moment donné, était absolument certain que c'était fini. Il avait fait une belle tentative, merci, et au revoir surtout, et il partait. Et d'un seul coup, de façon, je ne dirais pas miraculeuse, mais je dirais au contraire diabolique, les événements se sont retournés, et les armées blanches ont peu à peu été battues, et donc ont quitté la Russie. Et donc les raisons sont multiples. D'abord, il y avait des dissensions au sommet, comme déjà au niveau de l'état-major de l'armée russe pendant la guerre contre les Allemands. Tout le monde était loin d'être compétent, et en particulier, là aussi ce n'est pas une opinion personnelle parce que je ne l'ai pas connu, mais le général Dénikine n'était pas connu pour être un homme extrêmement compétent, et surtout ne pas être l'homme de la situation. Il aurait fallu un chef de guerre, comme l'a été d'ailleurs le général Wrangel par la suite, mais le général Wrangel n'avait quasiment plus rien. Il avait très peu de troupes, et il y avait la pression de l'armée rouge qui était extrêmement forte, donc Wrangel, qui était certainement un homme beaucoup plus énergique et compétent que Dénikine. D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est lui que les soviétiques ont enlevé en 1938, et pas Dénikine. Dénikine, les soviétiques ne s'y sont pas intéressés. Et donc, voilà, il y avait donc une dissension au sommet, et probablement une compétence du chef qui n'était pas très grande. Deuxièmement, beaucoup d'officiers d'armée russe, de l'armée du tsar, avaient été enrôlés de force, pour la plupart, dans l'armée rouge.
Et à l'occasion, s'il se trouvait avec les armées blanches, beaucoup d'officiers de l'armée rouge, mais des officiers tsaristes, passaient les lignes et venaient donc se rallier aux armées blanches. Mais dès qu'ils arrivaient, ils étaient considérés comme des traîtres, et beaucoup d'entre eux, au lieu d'être accueillis comme des frères et incorporés dans l'armée blanche qui avait grand besoin d'eux, ont été au contraire pendus ou fusillés. Ce qui évidemment ensuite a fait réfléchir pour la suite ceux qui auraient voulu également rallier l'armée blanche. Si c'est le sort qu'on leur réservait, il est certain que ça ne les incitait pas à se rallier. Voilà. Et deuxième raison, enfin troisième plus exactement, il y avait beaucoup d'armées de troupes cosaques qui participaient donc à l'armée des volontaires du sud de la Russie, et en particulier l'armée d'un certain général cosaque, Mamontov, qui était très connu, et pas pour ses hautes qualités. Et les Cosaques avaient une tradition qui était très gentille quand on combattait l'ennemi de la Russie, mais qui était moins bien quand on libérait la Russie du joug des armées rouges, c'était de piller la population, de piller les lieux quand ils avaient remporté une victoire. Alors, quand les populations occupées par l'armée rouge voyaient arriver les Cosaques, sachant le sort qu'il allait leur être réservé, c'est-à-dire des viols, des pillages, etc., les Cosaques n'étaient pas accueillis avec toute l'affection qu'on pouvait attendre, n'est-ce pas? Alors, voilà, tout ceci fait partie des raisons de l'échec des armées blanches. Du côté de la Sibérie, on sait que les alliés occidentaux, dont le général français Janin, ont abandonné Koltchak et l'ont livré littéralement aux bolcheviks qui l'ont fusillé. Voilà, alors que c'était un homme d'une très grande valeur militaire, une très grande compétence, une très grande valeur morale. Et pour la petite histoire, son petit-fils, Alexandre Koltchak, se trouve actuellement à la maison russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Je bavarde souvent avec lui. C'est un grand bonheur. Voilà, maintenant l'état de la Russie. D'abord, je voulais dire une chose très rapidement. C'est un petit peu hors sujet, bien entendu, mais sur la chute de l'Union soviétique. Vous savez que l'Union soviétique était gouvernée par le Parti communiste et que ce n'était pas du tout constitutionnel. Jamais dans la constitution de l'Union soviétique, il n'était écrit que le Parti communiste devait régner sur la Russie. C'était un pays... vous savez que l'hymne soviétique commençait par 3 mensonges. C'est Soyuz Nerushim Respublik Svobodnych, c'est-à-dire l'union indestructible des républiques libres. Alors, il y a déjà 3 mensonges dans la première partie de l'hymne soviétique. Et donc, au bout d'un certain temps, ça n'a pas réussi à tenir. Et donc, M. Gorbatchev a fait une chose très étrange, qu'on observait seulement ceux qui s'occupaient de la question. En avril 1989, donc, au sommet de l'État, il y avait 2 assemblées. Il y avait le Soviet suprême, qui était une assemblée, je ne dirais pas élégante, mais une assemblée de gens qui n'avaient pas grand pouvoir, et qui se réunissaient pour bavarder. Et il y avait le comité central du Parti communiste, qui n'avait aucune fonction constitutionnelle, mais qui régnait sur la Russie, et dont était issu le bureau politique de 12 membres. Il y a un film qui s'appelle Les 12 salopards, je crois, c'est ça. Enfin, c'est 12 membres du Politburo, du bureau politique, dont le premier était, en fin de compte, M. Gorbatchev. M. Gorbatchev a commis un péché contre l'esprit. Donc le péché qui ne lui a pas été pardonné et qui a été suivi, bien entendu, du désastre absolu de l'Union soviétique, c'est-à-dire que, alors que le Parti communiste est une émanation, une divinité sur Terre, en quelque sorte, le Parti communiste se cooptait. On n'était pas élu. Or, M. Gorbatchev a soumis à élection, il a créé une élection pour élire, faire un suffrage universel, populaire, pour élire les membres du comité central. Donc ça s'est passé, ils ont été élus,
mais c'était une faute contre l'esprit qui a complètement dissous, en quelque sorte, l'Union soviétique. Et entre avril 89 et un an et demi plus tard, au moment où l'Union soviétique, à la suite d'un putsch, qui est une tentative désespérée des derniers tenants du communisme pour rabibocher tout ça, l'Union soviétique a disparu d'elle-même, un petit peu, en quelque sorte, comme l'Empire russe, le 2 mars 1917 a disparu par la disparition de son empereur. Et là, l'Union soviétique a disparu un jour de Noël 1991, quand M. Yeltsin est rentré dans le bureau de M. Gorbatchev, il lui a dit « par ici la sortie », et il s'est assis sur son trône à la place. Alors l'Union soviétique a disparu, l'Empire russe a disparu, et il règne la République, il reste actuellement la Fédération de Russie. Voilà. Maintenant, il n'y a toujours pas d'aumônier général dans l'armée russe. Il y a quelques aumôniers dans certaines unités. Et un de mes derniers exploits militaires était d'être attaché de défense au Tadjikistan, à l'époque où nos troupes guerroyaient en Afghanistan. Et je rencontrais très souvent les gardes frontières, parce que les gardes frontières russes avaient un rôle très important, c'est qu'ils empêchaient l'héroïne de franchir la frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan, et de là à arriver chez nous. Efficacité d'autant plus relative qu'en 2005, les gardes frontières russes sont partis, ils sont rentrés à la maison. Mais voilà, j'avais donc pas mal de relations avec nos amis russes, et en particulier, j'avais des relations très proches avec l'attaché de défense russe. Les Russes avaient, et ont toujours, à Douchanbé, donc capitale du Tadjikistan, une grosse ambassade, avec pas moins de 4 colonels attachés de défense, enfin attachés militaires, dont le premier attaché de défense avec lequel je suis resté d'ailleurs jusqu'à maintenant très ami. Et un jour, je déjeunais environ une fois par semaine avec lui, un jour il me dit « Dis-moi, je suis orthodoxe » et donc j'allais régulièrement à la liturgie dans l'église de Douchanbé, qui était d'ailleurs la seule église orthodoxe de tout le Tadjikistan, avec un prêtre qui était un homme d'une énergie et d'une sympathie incroyable. Et donc, je vais voir le prêtre et je lui dis, écoutez, voilà, il y a le colonel machin chose qui aimerait bien vous rencontrer. Il me dit, ben, écoute, amène-le-moi. Et donc, c'est moi, attaché de défense français, qui ai pris sous mon aile protectrice l'attaché de défense russe et qui l'ai présenté au prêtre russe qui régnait sur Douchanbé. Alors moi je trouve que c'est assez caractéristique, parce que un officier russe ne savait pas par quel bout ça se prend ces petites bêtes. Et il aurait voulu que je lui ai montré moi, comment on s'adresse à un prêtre et comment on reçoit sa bénédiction. Il a fait la même chose, il était un peu gêné. Et n'empêche que à Pâques suivant, à Pâques donc 2004, puisque c'est là que se terminent mes exploits à l'armée française, à Pâques 2004, eh bien, j'étais dans l'église de Douchanbé avec l'attaché de défense russe, gros colonel du service de renseignement militaire russe, pour qui les préoccupations religieuses étaient très très éloignées jusqu'à ce qu'il ait fait ma connaissance. Et ma foi, je m'honore, merci, je me charge de le faire moi-même, d'avoir amené à l'église un colonel russe, et pas des moindres. Comment ? Alors, ce prêtre, le père Serge de Douchanbé, ensuite est revenu à Saint-Pétersbourg et il est devenu ensuite le parrain de ses 2 petits-fils. Donc il les a fait baptiser et donc ce père Serge est devenu le parrain de ses 2 petits-fils et je trouve que c'est très bien. Voilà, j'ai pratiquement fini. Que puis-je vous dire encore ? Je crois que c'est tout. Oui, alors je voulais vous lire. Comment ? Voilà, alors voilà. En conclusion, je vais me contenter de lire parce que la conclusion, je vais laisser le père Georges la faire lui-même. Voilà ce qu'il dit à la fin de ses mémoires et à la fin d'une préface qu'il a faite aussi. Alors qu'ils appartiennent encore à des camps différents, mais éprouvent pour la Russie le même amour loyal et sont prêts à la servir avec abnégation, le jour de venir où les Russes se comprendront, oublieront le passé, se tendront la main et entreprendront par leurs efforts conjugués de guérir et restaurer leur patrie accablée.
Ça, c'est la conclusion, c'est les dernières paroles du livre. Il fait une préface qui est encore plus émouvante, je trouve. Lorsque se calmera la tourmente révolutionnaire et commencera l'édification d'un nouvel État, les forces neuves et inépuisables de tout le peuple russe y contribueront, et pas seulement ses élites, comme dans la vieille Russie. Alors notre nation recouvrera sa puissance ébranlée pendant la guerre et la révolution et apparaîtra à la face du monde avec encore plus de grandeur et de gloire. Que Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Voilà, eh bien, mesdames et messieurs, je pense que précisément, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà. Il y a des questions? Votre prêtre Georges était donc très favorable au grand-duc Nicolas, Tout à fait, tout à fait. qui était néanmoins franc-maçon et Alors, oui, certes, qui a eu un rôle bizarre dans la préparation de la guerre, surtout voilà. Mais je vous répète, ici, je vous ai mentionné ce qui est écrit dans le livre. Oui, mais Et dans le livre, il n'y a aucune mention de cela. Mais vous avez raison, vous avez raison. Parce que le rôle du grand-duc Nicolas n'a pas toujours été très clair. Elle n'a pas été très claire, mais si vous voulez, le rôle du prêtre, lui, était très clair. Et il ne s'occupait pas de ces questions-là. C'était la gloire de Dieu, et il s'en est occupé. On sait depuis, hélas, très longtemps que le tsar était incompétent, mais on aurait bien aimé, mais évidemment je n'ai pas lu le livre, je ne sais pas ce qu'il y est dit à l'intérieur, mais on aurait bien aimé que le père Georges s'épanche un petit peu sur ce que lui disait le tsar, parce que là pour l'instant on ne sait pas du tout ce qu'il pensait, on n'a pas entendu ses réflexions, son opinion sur la situation, etc. Il serait bien intéressant d'avoir cette vision. Tout à fait. Eh bien, écoutez, la vision de l'empereur lui-même, on ne l'a pas. On a des entretiens, il y a des entretiens entre le père Georges et l'empereur, mais l'empereur était extrêmement réservé. Il avait une suite à laquelle il réservait probablement ses réflexions personnelles. Et il écoutait ce qu'on lui disait. Il en tenait compte ou il n'en tenait pas compte, ça c'est une autre chose. Mais on n'a pas l'opinion de l'empereur lui-même. Il ne mentionne pas ses opinions. Il mentionne, si vous voulez, son action, en particulier quand il est intervenu pour essayer d'obtenir que l'empereur se débarrasse de Raspoutine, ce qu'il considère comme vous verrez que le livre accorde une très grande place à Raspoutine. Mais malheureusement, si vous voulez, l'opinion de l'empereur n'est jamais exprimée véritablement. Qu'est-ce qu'il pensait des aspects occultes de Raspoutine, enfin d'après ce que j'ai pu en entendre dire? On dit qu'il se livrait à diverses pratiques occultes, ça doit être opposé à l'orthodoxie. Tout à fait, bien sûr. Tout à fait, oui, oui. Bah, il en pensait, si tu veux, il en pensait le plus grand mal. Il en pensait le plus grand mal, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est des chapitres entiers. Il y a en particulier dans le troisième chapitre qui s'appelle la raspoutinerie et la cour, donc le terme de raspoutinerie, Rasputinchina, a été imaginé par mon professeur, M. Cato, dont j'apprends avec 2 ans de retard le décès. J'avais une très grande estime pour lui. Et donc, c'est... comment dirais-je, il considère que cette influence est un très grand malheur. Il a essayé de faire en sorte de faire réagir l'empereur, mais il n'a pas pu le faire, quoi. Et donc, Raspoutine, alors j'ai lu également, pour revenir à Raspoutine, pour répondre un petit peu à ta question, le côté occulte de Raspoutine. Alors, Raspoutine avait probablement des talents de guérisseur. Maintenant, j'ai lu un livre écrit par le secrétaire de Raspoutine. Alors c'est tellement incroyable que je me demande, alors j'en ai fait une photocopie, on me l'a prêté, j'ai scanné le livre, et d'ailleurs j'ai toujours chez moi parce que j'ai toujours oublié de le rendre depuis des années, enfin bref. Et il dit en particulier, une chose difficilement croyable, mais peut-être après tout que ça se passait comme ça. Donc les talents de guérisseur de Raspoutine s'appliquaient sur l'héritier, sur le tsarevitch Alexis.
qui souffrait d'hémophilie. Or on sait, mais à l'époque on ne le savait peut-être pas, mais actuellement on sait très bien que l'aspirine par exemple augmente la fluidité du sang et peut provoquer des hémorragies. Et en cas justement d'hémorragie, on évite, paraît-il, je ne suis pas médecin, mais on recommande aux gens de ne pas prendre d'aspirine, quoi, bref. Et alors, d'après le secrétaire de Raspoutine, il dit que Raspoutine faisait administrer de l'aspirine à l'héritier par des gens à lui qui étaient chargés de soigner l'héritier, et les gens à lui foisonnaient autour de l'impératrice, puisque l'impératrice était à genoux devant Raspoutine. Donc il y avait des gens qui étaient des gens de Raspoutine, en qui l'impératrice avait une confiance absolue et qui tournaient autour de l'héritier, du tsarevitch. Et donc cette hémophilie, cette aspirine provoquait une crise d'hémophilie, c'est-à-dire en fait c'était des hémorragies internes. Et à ce moment-là, on disait donc que Raspoutine guérissait d'un coup de téléphone, et ce coup de téléphone aurait eu pour objet de faire arrêter l'aspirine. Vous arrêtez l'aspirine, et puis au bout de quelques jours, ça allait mieux. Voilà. C'est ce que dit son secrétaire. Maintenant, ce que dit le secrétaire de Raspoutine est tellement bizarre que c'est difficile à croire. Peut-être. Il accuse en particulier l'impératrice d'avoir trahi la Russie, puisqu'elle était allemande elle-même, et ça, je suis absolument convaincu que c'est impossible. De même que pour faire un parallèle, quand on accuse Marie-Antoinette d'avoir une liaison avec Fersen, la personne de la reine ou de l'impératrice était une personne trop sacrée pour ça. C'est impossible. Voilà. Est-ce qu'il soulève quand même le thème de la franc-maçonnerie dans d'autres... La franc-maçonnerie, dans les mémoires du Père Georges, n'est absolument pas mentionnée. Pas une seule fois. Ça devrait quand même être mentionné, parce qu'on sait très parce bien que le rôle, la place prépondérante qu'a joué la Fed et la J.P. Morgan dans la révolution bolchevique. Sans le soutien des Américains, il n'y aurait jamais eu de révolution bolchevique. Tout à fait, Absolument tout à fait. jamais. Tout à fait, mais si vous voulez, ce que je veux dire, c'est hors, ça ne figure pas dans les mémoires du Père Georges. C'est un rôle quand même primordial. Oui, je suis d'accord avec vous. Est-ce que son livre a été publié en russe? Son livre a été publié en russe aux éditions Tcherkov en 1953, donc il a été publié de façon posthume, puisque le Père Georges est mort en 51. Le livre a été publié en 53, et maintenant il commence à être publié en Russie. Et j'ai vu, on m'a envoyé ça tout récemment, une édition, un éditeur belge, le publie en russe actuellement en Belgique. Est-ce qu'il y a une critique déjà de son... Non, j'ai pas vu de critique, malheureusement. Il existait une gazette, est-ce que le peuple était au courant des influences de Raspoutine? Oui, parce que précisément, il mentionne que lorsque Raspoutine a été assassiné, on va bientôt fêter, façon de parler, célébrer, ou Atmechat, comme on dit en russe, le centenaire de la mort de Raspoutine, puisque ce sera le 16 décembre dans le calendrier julien, c'est-à-dire le 29 dans notre calendrier grégorien. Et donc, quand Raspoutine a été assassiné, il y a eu, d'après le Père Georges, des scènes de liesse dans tout le pays, quand la nouvelle s'est répandue. Mais Yusupov n'était pas blanc comme neige. Comment ? Le meurtrier n'était pas blanc comme neige. Yusupov. Alors le meurtrier, j'ai lu ses mémoires en russe, donc je ne sais pas, il y a certainement une traduction française qui existe, que je pourrais faire le cas échéant si j'ai le temps. Et comment ? Oui, il y a certainement quelque chose qui existe en français, donc du prince Yusupov, où il explique comment il a tué Raspoutine, parce qu'il estimait que Raspoutine était un grand nuisible, et je pense qu'en cela, bon, ça c'est une opinion personnelle bien sûr, mais je pense qu'en ça il ne se trompait pas trop. Et donc, c'est pas lui qui a tué. Alors ce n'est pas lui, enfin oui et non. Ils étaient trois. Ils étaient trois. Bon, en tout cas d'après ce que raconte Yusupov lui-même, ils ont invité Ils ont invité Raspoutine à dîner un soir et lui ont fait manger des tartines de cyanure, de quoi empoisonner un régiment de chevaux. Et ça n'a pas fait d'effet. Alors on pense, et c'est ce que dit Yusupov lui-même, que probablement le médecin militaire
qui devait fournir le cyanure, a eu un remords, in extremis, et a fourni un somnifère, un truc comme ça, au lieu de fournir du cyanure. Maintenant, on dit que ce sont des agents anglais qui ont assassiné Rasputin, moi je veux bien, mais il n'y a rien de très certain là-dedans, quoi. C'est sûr maintenant, excusez-moi, Ah mais oui. les balles peut-être. sont anglaises. Oui, oui, mais comme l'armée russe manquait de munitions, ils avaient peut-être acheté des balles. Il avait l'habitude de prendre du cyanure tous les jours un petit peu, craignant les assassinats. Oui, mais enfin, ça c'est la mitridatisation. Alors je ne sais pas si la mitridatisation vaut vraiment une vaccination. Je sais pas. Mais enfin, en tout cas, il en avait mangé, et il y avait de quoi tuer une bonne douzaine de chevaux, quoi, dans ce qu'il avait. Ça avait un effet contraire au poison. Non, peut-être. Moi, ça, je ne vais pas entrer dans ces considérations. Si vous voulez, j'ai lu effectivement. Comment? J'ai lu les mémoires de Yusupov où il décrit donc la façon dont il a tué Rasputin, puisqu'il a commencé par lui tirer dessus, alors qu'il voyait que le poison ne faisait pas trop d'effet. Il tire sur Rasputin qui tombe, bon, dans sa cuisine au sous-sol. Je ne sais pas si vous avez visité le palais Yusupov à Saint-Pétersbourg, mais on voit, il y a même une statue de cire, on voit des choses. Donc j'ai visité ça, c'est pas mal, le palais est très beau, hein, entre nous soignés, vraiment. Et donc, il vient donc voir ces deux acolytes, qui étaient le grand-duc Dmitri Pavlovitch, je crois, et Purishkevitch, qui était un député de la Douma d'État, donc de l'Assemblée nationale. Il leur dit, ça y est, il est mort. Donc, tout le monde descend, et quand il l'attendait au premier étage de son palais, et quand il descend, quand Yusupov retourne dans la cuisine pour chercher le cadavre, il s'aperçoit que le cadavre est debout et se jette sur lui. Alors, il lui tire dessus encore une fois, et le cadavre sort en courant par l'escalier de la cuisine, va dans la rue, va dans la cour du palais, et là, Rasputin lui décharge son pistolet dessus. Là, il tombe, il le met dans un sac et il le jette dans la Neva. Voilà la description qu'en est faite par Rasputin, par Yusupov, pardon, excuse-moi. Et bon, que les balles aient été de fabrication anglaise, c'est pas impossible. George V a été un cousin de Nicolas II, il aurait peut-être pu lui fournir des munitions, enfin pas à lui personnellement, mais à son armée. Parce que on sait que Yusupov, par exemple, était manipulé par des agents anglais. Ah, peut-être bien. À cause de ses mœurs oui, peut-être bien. Et de son amour avec le grand-duc Vladimir. Oui, il y avait toute une bande. Il a déchargé du crime en prenant tout sur le dos. Faut voir, vous avez lu les mémoires de Yusupov? Alors j'ai lu un livre qui s'appelle La fin de Rasputin, en russe, Koniec Rasputina. Oui, alors ça c'est le premier. Alors j'ai pas lu d'autres livres. Et Rasputin roulait-il pour lui-même? Était juste un aventurier ou travaillait-il pour une puissance étrangère ou une organisation semi-occulte? Bonne question. Son secrétaire, donc, dont j'ai lu les mémoires, qui ont été traduits en français d'ailleurs, hein, qui sont accessibles à tout le monde, et cet intérêt, je pourrais te les envoyer, je les ai scannés et je peux t'envoyer ça. Et il l'accuse de travailler pour l'Allemagne, effectivement. Mais le secrétaire de Rasputin accuse Rasputin d'avoir travaillé au profit de l'Allemagne, et c'est pour cela qu'il aurait été particulièrement proche de l'impératrice, qui elle-même était allemande, etc. Personnellement, je pense que c'est peu probable. Je pense que Rasputin était un fol en Christ. Il s'était introduit dans la maison impériale un peu par un soupirail. Il a trouvé que la soupe était bonne. Il était resté, et il était d'une incompétence absolue dans les affaires de l'État. Ça n'empêchait pas de donner son avis, et l'impératrice d'écouter son avis. Voilà, moi c'est mon opinion sur la question, que j'ai pas mal lu sur Rasputin. C'est d'une façon générale, je me rallie un petit peu, parce que je n'y étais pas, je me rallie un petit peu à l'opinion des gens qui ont écrit à ce sujet, et la tonalité des bouquins écrits là-dessus décrit toujours plus ou moins à peu près la même chose, c'est-à-dire le fol en Christ qui est arrivé un peu miraculeusement dans la maison impériale, et qui, ma foi, s'y est trouvé bien et a continué. Alors il était dépravé, alors on parle de son incroyable puissance sexuelle, puisqu'il sautait sur à peu près tout ce qui bougeait, donc voilà. Et en plus de ça, d'une façon un petit peu satanique, en ce sens que très souvent il demandait
le dimanche, il demandait à ses victimes, si je puis dire, d'aller communier, et puis ensuite, il s'occupait d'elles. Il y avait des sectes russes qui pratiquaient ça. Oui, c'était quelque chose qui n'était pas étranger à la Russie. Oui, tout à fait. C'est la honte. Oui, mais enfin, vous avez des sectes russes qui pratiquaient ça. Oui, c'est Christé, c'est c'était pas surprenant. Oui, c'est une secte qui avait des pratiques sexuelles particulières, des orgies, etc. Voilà. Et ça, Rasputin faisait des orgies. Oui. Mais Rasputin faisait des orgies à Saint-Pétersbourg sans se gêner. Voilà. Oui. Encore une question? Oui. Je vous écoute. Oui. Oui, 20 ans avant, il y a eu ce qu'on appelle les emprunts russes. J'ai vu que ça correspondait à un tiers des réserves d'or de la Banque de France et la moitié des réserves d'or de la Banque d'Algérie, qui était territoire français. Oui. Comment se fait-il? À quoi ça a servi? Puisque lorsque la guerre éclate, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'armement, il n'y a pas de balles. Où c'est passé cette balle? Je ne suis pas compétent pour répondre à votre question, malheureusement. Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Vous n'avez rien vu là-dessus? Non, je n'ai pas de réponse à votre question sur ce qui a été fait des emprunts russes. Je crois que ça a été essentiellement la construction de chemins de fer en particulier. Bon, ceux qui veulent viennent se faire dédicacer le livre que vous venez de présenter. Et pour Noël, il y a 2 livres sur Saint-Pétersbourg. Et ça pourra vous être dédicacé aussi. Voilà. Donc, ils vont